Merci beaucoup, bonjour, quasiment bonsoir à tous et à toutes. En effet, ça a été dit, je viens du monde des concours d'éloquence, qu'on a beaucoup dans les facultés de droit, les écoles de commerce. Parfois, on dit des gens qui font des concours d'éloquence qu'ils sont des beaux parleurs, qu'ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui devant vous, de parler de deux choses que je ne connais pas, à savoir l'intelligence artificielle et l'éducation, mais avec un angle qui est le mien, qui est celui de la créativité. Plus sérieusement, j'ai une chance dans ma vie aujourd'hui, c'est de passer beaucoup de temps à écrire et à parler. Et écrire notamment pour un certain nombre d'artistes, et aussi, ça vous concerne peut-être davantage, de dirigeants. Et en fait, c'est une rencontre avec un dirigeant il y a quelques semaines qui m'a inspiré les quelques mots que je vous adresse aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je devais écrire un discours pour un dirigeant, un discours avec un dirigeant, je les écris toujours avec eux et pas juste pour eux, qui célébrait les 4 ans de son entreprise et qui voulait, pour ce moment-là, organiser un événement sincère, qui rassemble et qui fédère ses environ 40 salariés. Et donc on a commencé à discuter, et puis lors de notre deuxième rendez-vous, ce dirigeant est arrivé et m'a dit « Finalement, j'ai pas besoin de vous, j'ai trouvé un super discours que j'ai écrit, vous le devinez, avec ChatGPT. Est-ce que mon métier va disparaître? Celui de plume, c'est pas impossible. Le discours, je l'ai lu, j'aurais aimé vous dire qu'il était mauvais, c'est pas vrai. Le discours, il était bon, il remplissait presque toutes les cases qu'il faut cocher dans ce genre de situation, il était intelligent, il y avait de la culture, il y avait des punchlines, des phrases chic et choc. Bref, il y avait tout ce qui fait un discours réussi en théorie. Alors ce dirigeant, je lui ai demandé de me lire le discours, de l'interpréter, de l'incarner. Il l'a fait. Et de toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi mauvais. Et je me dis, j'espère que c'est pas filmé, parce qu'il va se reconnaître sinon, et j'aurai des problèmes. Mais jamais de ma vie, j'ai vu quelque chose d'aussi mauvais. Et pour moi, ça a été très compliqué à comprendre, parce que le texte était bon, parce que celui qui le portait était un homme charismatique, intelligent, éloquent. Et c'est ce qui m'a inspiré les quelques mots que je vous adresse donc ce soir, avec cette question « Pourquoi ?» Et pourquoi est-ce que cela aussi nous intéresse en matière d'éducation et sur notre rapport à la créativité? Le premier des sujets, c'est de faire une distinction fondamentale entre deux choses, le savoir et l'intelligence, ou on pourrait le dire autrement, entre l'expertise et l'expérience. On vit dans un monde qui est extrêmement paradoxal parce que je pense que jamais dans notre histoire, on a eu accès aussi facilement à du savoir, et pourtant jamais dans notre histoire, peut-être, on a réussi à mettre notre intelligence en lien avec ce savoir-là. On a du savoir à portée de main. Il y a 20 ans, il était à portée de livres. Il y a quelques années, à portée de clics. Et maintenant, à portée d'une recherche sur un logiciel d'intelligence artificielle. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on savait faire il y a 2000 ans. Je ne suis pas sûr que quelqu'un dans la salle sache allumer un feu avec un silex. Le paradoxe, c'est qu'on se croit, on se sent beaucoup plus intelligent qu'on l'était avant parce que le savoir est juste là. Mais l'intelligence, ce n'est pas le savoir. C'est la capacité à utiliser ce savoir pour porter de l'action. On se sent beaucoup plus intelligent et en fait, via notamment l'intelligence artificielle et l'exemple que je vous donnais, on a une triple perte de compétences. Une compétence d'abord qu'on perd au passé, avec toutes les choses qu'on aurait pu apprendre et que l'on n'apprend pas. Il y a plein de choses qu'on fait grâce à des intelligences artificielles qu'on aurait appris traditionnellement à l'école ou après dans le monde professionnel, qu'on n'aura jamais apprises à la fin de notre vie parce qu'on les aura remplacées. Il y a des compétences qu'on perd au présent, les choses qu'on a apprises à une époque, et puis qu'on fait de moins en moins. On ne sait plus tout à fait exactement envoyer un mail parfait dès la première écriture, dès le premier jet. On le fait relire, on le fait reformuler. Et peu à peu, on perd cette compétence. Et puis, il y a la perte de compétences au futur, puisque lorsqu'on perd du savoir-faire, on perd aussi notre capacité à faire savoir. Et donc l'IA est générative, et de génération en génération, on perd un petit peu la capacité qu'on aura à transmettre des compétences à nos enfants ou à d'autres. Alors je ne suis pas alarmiste, évidemment qu'il y a plein de choses fondamentales et géniales qu'on peut faire avec de l'IA, mais il y a du point de vue non pas économique, mais du point de vue humain, une sorte de désinvestissement, puisqu'on gagne du temps à court terme et on perd une compétence à long terme. Ça dit aussi beaucoup de choses de ce que va être, de ce que devra être en tout cas notre modèle éducatif demain. Cette différence entre le savoir et l'intelligence. Parce que ce qu'on valorise aujourd'hui à l'école, même après dans la vie, c'est le savoir. Sauf qu'aujourd'hui, savoir, c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être intelligent. Alors mon dirigeant, c'est ce que je lui ai dit quand j'ai entendu son discours. Je lui ai dit, mais c'est bien beau tout ça, mais si demain tu n'as plus une IA pour t'aider, si demain tu perds ton papier, si demain
l'imprimante se casse et que tu n'arrives pas à l'imprimer. Si demain, tu n'es plus devant tes salariés, mais tu es devant un journaliste qui te pose des questions, comment tu feras quand il faudra improviser? Tu n'auras plus l'expertise de la machine et tu n'auras jamais gagné l'expérience. Il m'a répondu, cette chose formidable, il m'a dit, c'est pas grave, j'apprendrai par cœur. Moi, je lui parlais d'esprit critique, il me parlait de cœur. C'est le deuxième point sur lequel je veux arriver, le cœur. C'est une très belle expression, le par cœur. Mais on l'a complètement dévoyé. Quand on pense à apprendre par cœur aujourd'hui, notamment à l'école, on pense à mémoriser comme une machine. Mais où est le cœur dans tout ça? Il y a des intelligences artificielles, malheureusement, elles n'ont pas de cœur artificiel. Le vrai cœur, le vrai apprentissage par cœur, c'est d'apprendre avec un rapport quasi charnel à la connaissance. Lorsqu'on mémorise puis que l'on recrache, il n'y a pas de cœur dans tout ça. On apprend par cerveau à la limite, rarement par cœur. Pourquoi c'est important? Parce que quand on parle d'éducation, il y a cette phrase formidable que j'emprunte à un auteur contemporain qui s'appelle Félix Radu qui dit « Les enfants ne sont pas des vases que l'on remplit, ce sont des flammes que l'on allume. » Et c'est là le désir de connaissance qui est fondamental dans l'apprentissage. Si on n'a pas ce désir-là de connaissance, comment est-ce qu'on gagne de l'expérience? On ne gagne que du savoir. Une IA, elle a peut-être lu tous les livres, mais elle n'a jamais pleuré à la fin d'un seul chapitre. Elle a peut-être écrit tous les discours, mais elle ne s'est jamais tenue seule face à un public. C'est ça qui se joue, et c'est pour ça qu'apprendre par cœur, c'est une expression horrible et à la fois formidable. Horrible lorsqu'elle est simplement le symbole de la mémoire, formidable lorsqu'on dit et lorsqu'on apprend aux gens, enfants, adolescents, étudiants, salariés, à apprendre avec le cœur. Et puis enfin, il y a la rencontre des deux, le cœur et l'esprit, et cette friction, ce frottement, c'est ce qu'on appelle la créativité. Mon fameux dirigeant, je lui ai demandé, quand il a lu son discours, en lisant ça, qu'est-ce que tu ressens? Toi qui veux inspirer tes salariés, il m'a dit, je ressens rien. Où est le cœur dans tout ça? Et je posais la question avant, où était l'esprit dans tout ça? Cette friction, ce frottement entre le cœur et l'esprit, c'est ça la créativité. Je ne sais pas si certains ont lu Kant, moi non, mais je vais en parler quand même. Ceux qui ont lu Kant ou qui ne l'ont pas lu savent que la créativité humaine, elle ne fonctionne jamais ex nihilo. On ne peut jamais créer quelque chose à partir de ce qui n'existe pas. Si demain vous voulez écrire un livre, composer une chanson, elle sera faite dans un ordre nouveau, des mêmes mots, des mêmes notes, des mêmes sons. Et en soi, une intelligence artificielle fonctionne exactement de la même manière. Elle ressasse le passé pour créer du futur, c'est vrai. Mais avec une nuance qui fait toute la différence entre ce que l'humain sait faire et ce que, pour l'instant en tout cas, la machine sait faire, c'est l'imprévisible. L'IA fonctionne sur un modèle de probabilité, ce n'est pas à des experts que je vais l'apprendre. Or, un discours pour en lire beaucoup, écrit par une IA, sera quasiment jamais drôle et rarement poétique, pour une raison simple, c'est que cela est prévisible. Et c'est que ce qui nous fait rire, ce qui nous fait réfléchir, ce qui nous touche, ce qui nous émeut, c'est d'abord et avant tout ce qui nous surprend. Alors c'est ça qui se joue peut-être pour le monde de demain, pour le monde de l'éducation et pour la créativité de demain. Réussir à garder de l'esprit, et quand on parle d'esprit, c'est surtout de l'esprit critique, parce que la masse d'informations à laquelle on va être soumis est de plus en plus importante, et il faudra réussir à démêler le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mauvais, avoir du cœur, parce que apprendre sera paradoxalement beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile, parce que quel intérêt à apprendre quand il suffit d'une recherche pour tout trouver. Et puis enfin, il faudra de la créativité, parce qu'au fond, cela sera de plus en plus simple de produire beaucoup de choses, mais de plus en plus difficile de produire des choses créatives. Je finis sur mon dirigeant. Je lui avais demandé comment s'était passé l'événement quelques semaines plus tard, après avoir écrit, travaillé le discours avec lui. J'aurais aimé avoir une très belle conclusion à cette intervention. La vérité, c'est qu'il m'a dit que l'événement était annulé. Ça a ruiné tous mes plans. Mais fort heureusement, ce dirigeant avait un mariage cet été. Il s'est marié. Et il m'a écrit ce petit SMS magnifique que je vous livre. Il m'a dit « Les vœux pour ma femme, je ne les ai pas écrits avec ChatGPT. » Il était fier de lui, c'est dire.
Je les ai écrits moi-même, et en effet, ça, personne ne pourra le remplacer. Ma conclusion, elle va être terriblement naïve, je suis désolé, mais on m'a dit de parler de poésie. Il y a une chose pour sûr que l'IA ne pourra pas remplacer, ce qui fait que nous serons humains pour toujours. C'est vrai dans un discours pour des salariés, c'est vrai dans un discours de mariage, c'est vrai partout en vérité. Ce qui fait que nous serons humains pour toujours et que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est l'amour. Merci beaucoup, Pierre. Donc on a eu un poète et maintenant on va accueillir quelqu'un aussi qui manie bien les mots. C'est un philosophe. Il va notamment parler aussi d'IA puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Ni Dieu ni IA. Donc j'appelle Mathieu Cortel à me rejoindre sur scène. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai une petite méditation qui m'est venue ce matin. J'ai pris le train depuis Paris et je vois qu'il y a nos amis de la SNCF qui sont présents. Alors, je leur fais part de mes réflexions. Le train est parti à l'heure à 10h37, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous tous. En fait, je me rappelais une réflexion qu'avait développée Lewis Carroll. Alors, il a cette question un peu bizarre. Enfin, vous savez, c'est un logicien et les logiciens ont l'esprit de travers. Il dit, imaginez que vous ayez une montre, un choix entre deux montres, une montre qui retarde d'1 minute chaque jour et une autre montre qui est cassée. Bon, en général, on n'a pas besoin de faire un sondage, mais la plupart des gens, 80-90% des gens, choisissent la montre qui retarde d'1 minute. Ils se disent, tiens, on peut manœuvrer avec ça, c'est plus simple. Lewis Carroll, il dit, non, moi je préfère la casser, parce que si on y réfléchit bien, du point de vue logique, encore une fois, la montre cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. La montre qui retarde d'1 minute par jour ne donne l'heure exacte qu'1 fois tous les 2 ans. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, c'est que dans cette méditation ferroviaire m'est venue l'idée qu'on a une tendance à vouloir s'arranger quelque part avec des objets qui, d'une certaine manière, génèrent des petits écarts avec le réel, des petites variations sur la temporalité, sur l'exactitude. Et on voit bien avec les IA LLM, les IA génératives, que le processus de gonflement exponentiel des données, en même temps qu'il produit aussi des résultats intéressants, génère un ensemble de fausses corrélations qu'il est compliqué, bien évidemment, de résoudre, étant donné qu'on se retrouve face à des murs de rendement, plein de papiers qui discutent ça, mais l'idée que pour résoudre, il va falloir gonfler les données, gonfler les paramètres ad infinitum, à l'infini. Et bon, vous pouvez prendre l'exemple assez récent de Miyazaki qui est devenu jaune. Toutes les œuvres de Miyazaki, si vous les générez par IA, vous avez cette teinte jaune qui vient du fait que en fait, les données qui nourrissent l'IA aujourd'hui sont des images qui ont été générées par IA avec ce biais qui aujourd'hui devient l'esthétique peut-être normalisée de Miyazaki à sa décharge, malheureusement, lui qui était contre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on s'arrange assez fréquemment en fait dans notre choix personnel avec des objets défectueux, etc. Et qu'aujourd'hui on vous dit soyez à l'heure avec des montres en retard et soyez juste, ayez un esprit critique, un jugement éclairé avec des machines qui diffèrent, varient sur des faits, sur le réel, etc. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour moi, c'est un choix de société qu'on doit résoudre ensemble, mais ma position est de ni rire, ni pleurer, mais essayer de comprendre ce qui se passe avec les IA et de l'adoption qu'on en fait dans notre vie quotidienne et je dirais dans notre manière de juger, de prendre des décisions et de mener des actions. Comment on s'arrange avec ça, comment on s'agence avec l'IA, c'est ça ma problématique fondamentale. Et donc, si vous voulez, je remets de côté aussi bien les technoprophètes qui nous vendent le paradis, les technoprophètes qui nous vendent l'enfer. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. J'essaye justement d'échapper à cette vision-là et proposer quelque chose de plus pragmatique, comprendre comment on s'agence. Et paradoxalement, l'ampleur du rêve et des cauchemars est tellement ample aujourd'hui que j'ai l'impression de me sentir comme dans ce texte de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, où Alice est face à un roi rouge qui dort et Tweedledee et Tweedledum qui l'accompagnent lui disent regarde le roi là-bas, il rêve de toi. Elle fait ah bon ? Oui, et si tu réveilles le roi ?
pouf, tu disparais, tu n'existes plus. Paf, prise dans un paradoxe. J'ai l'impression qu'on s'est engagé dans plein de paradoxes pragmatiques sur lesquels sont basées la plupart de nos décisions, nos actions, et que, d'une certaine manière, dans l'idée qui est la mienne du scepticisme, c'est de réveiller en fait le roi rouge qui dort, de faire prendre la pilule rouge et de rire de ceux qui prennent la pilule bleue, enfin qui la gobent sans y réfléchir. Et ça, je le fais à partir de quelques paradoxes pragmatiques qui essayent de mettre en situation, en fin de compte, je dirais, l'arrogance et l'hubris qui a été celle des géants de la tech, de nous faire croire que nous avons résolu tous les problèmes de la connaissance humaine universelle avec l'IA, ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, il faut bien saisir une chose. L'humilité épistémologique qui est celle du chercheur doit être aujourd'hui convoquée et doit être aujourd'hui dans l'accompagnement dans ce processus technologique. On n'a pas résolu tous les problèmes de la connaissance et je peux tout simplement vous expliquer un fondement qui me semble essentiel à saisir, tout simplement qui remonte au principe du codage, de la philosophie des mathématiques. Vous pouvez tout quantifier, vous pouvez mettre une valeur quantitative sur absolument tout, mettre des variables partout, etc. Ce n'est pas pour autant que vous pourrez tout calculer. Ça, c'est un principe fondamental qu'on n'a pas résolu en l'état actuel des connaissances. Vous pouvez aller voir n'importe qui au CNRS où vous serez en train de s'arracher les cheveux là-dessus. Et ça remonte bien sûr à Gödel, à Turing, où l'idée d'incomplétude montre une chose fondamentale, c'est que l'espace du vrai mathématique est plus vaste que l'espace du démontrable. Et cette incomplétude, vous pouvez la reporter dans plein de domaines. L'espace, en fin de compte, des vérités, de la réalité, dépasse l'espace du démontrable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a peut-être une distinction à faire au niveau de la connaissance. L'idée de l'induction qu'on fait à partir d'éléments particuliers vers des idées générales, elle aussi se confronte à plein de paradoxes. Vous avez ceux de Goodman, de Hempel, etc. Et il faut, à mon sens, s'en réjouir. Il y a en fait de l'incomplétude, il y a de l'incalculable, il y a des limites d'induction dans la pensée. Et c'est peut-être dommage pour ceux qui veulent en finir avec la pensée et qui veulent tout codifier. En tout cas, c'est réjouissant pour comprendre qu'il y a quelque chose encore à penser pour l'humain. Et ce que je propose, c'est faire une distinction entre des connaissances qui sont formelles, donc les connaissances de niveau 1 qu'on peut codifier, il y en a pléthore, et les connaissances de niveau 2 informelles, incomplètes, que l'on, malheureusement, ne pourra que codifier partiellement. Et c'est là un point essentiel de ce que je développe dans le livre, c'est de dire que le tournant qui se joue actuellement, c'est qu'on est face à un capitalisme cognitif qui aspire, qui vampirise l'ensemble des activités en ligne, l'ensemble de toutes les données possibles, tous les corpus imaginables de l'humanité, pour essayer d'aspirer la connaissance, de la capitaliser pour arriver à coder ces connaissances de niveau 2, que sont la créativité, la perception, l'apprentissage. Mais y arrive-t-on réellement? C'est une question, je suis sceptique, je ne donne pas de réponse par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'agence parfois de manière aliénante. Je finis avec un exemple très simple. C'est ce qu'on appelle la chambre chinoise. J'ai l'impression qu'on s'enferme de plus en plus dans cette chambre chinoise. C'est un philosophe qui s'appelle John Searle qui invente cette idée-là, c'est une expérience de pensée. Il dit, admettons, quand vous vous enferme dans une chambre chinoise, pourquoi chinoise, je vous le dis tout de suite, il y a une boîte aux lettres d'entrée et une boîte aux lettres de sortie. Alors vous êtes au milieu et vous recevez des symboles, des signes chinois. Vous ne parlez pas chinois, mais vous avez un lexique au milieu qui vous permet de les combiner. Vous les combinez les uns avec les autres, tac, 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 et vous les donnez dans la boîte de sortie. Et il dit, faites ça pendant des années, admettons. Vous allez être de plus en plus efficace, vous allez combiner de mieux en mieux les symboles avec une vélocité de plus en plus impressionnante. Et la question, est-ce que vous allez apprendre le chinois en faisant cette combinatoire? John Searle dit que non. Et effectivement, il est difficile de croire que sans la sémantique, sans le lien avec les choses, sans le lien avec le réel, la combinatoire intérieure permette d'apprendre vraiment le chinois. Par contre, celui qui est à l'extérieur de la chambre, qui discute avec la chambre chinoise, ne va-t-il pas penser que la chambre chinoise parle chinois et pense peut-être éventuellement, si lui-même parle chinois? Sans doute. Et c'est là l'agencement étrange, où le miroir dans lequel on s'agence avec l'IA peut nous amener à croire qu'il y a de la pensée intérieure, qu'il y a une dotation de sens, qu'il y a une signification, qu'il y a des connaissances de niveau 2, alors qu'il n'y a que des connaissances de niveau 1, il n'y a que de la syntaxe, alors que la sémantique vient du programmateur et de l'utilisateur. Et c'est dans ces jeux des effets de surface, en réalité, que je questionne la part d'aliénation et la part d'émancipation, parce que je considère aussi qu'il y a des agencements, dès lors qu'on ne s'illusionne pas sur l'objet, qui permettent
d'une certaine manière, de se co-construire, de produire des connaissances qui ont du sens, de trouver un agencement dans les organisations qui fasse sens et de déléguer une partie de l'activité et des tâches à l'IA tout en préservant une part essentielle de l'intelligence humaine et collective. Alors, bon, j'avais prévu de dire plein d'autres choses, mais disons que pour conclure, je dirais que nous sommes face justement à un moment de capitalisation cognitive qui exproprie et exploite notre intelligence pour des visées sociétales peu réjouissantes. Et j'invite justement dans l'ouvrage à une réflexion collective, à utiliser l'intelligence collective peut-être contre ça, en tout cas à essayer de réfléchir ensemble comment agencer cet avenir. Et je fais confiance en fin de compte aux lecteurs, parce que je ne donne pas de solution toute faite, je donne des lignes de fuite, des paradoxes, des manières d'inventer ensemble, peut-être des méthodes de réflexion. Et donc je laisse ça ouvert à un partenariat intellectuel humain que j'espère avec l'IA, mais en tout cas émancipateur et non aliénant. Alors, la question maintenant, je crois que l'heure... ah voilà, suis-je la montre cassée ou la montre qui retarde? Merci Mathieu. Tu peux t'installer, tu vas rester avec moi. Et je vais appeler sur scène Athénaïs Oslati, entrepreneuse dans l'IA. Bon. Ah, il nous manque un petit micro. Ah bah super, merci beaucoup. Donc Athénaïs, toi tu as fondé Hotbo, donc qui est une start-up. Alors si je simplifie, qui comprend les émotions en temps réel. Alors, c'est de l'IA cognitive. On va plus loin que les émotions. On est capable de comprendre, de modéliser la psyché, votre contexte, vos relations internes, externes, vis-à-vis de l'environnement familial, sociétal, social, et ainsi de suite. Est-ce que tu as eu une réaction à ce que Mathieu a dit? Ou alors peut-être, moi j'ai noté une phrase de Pierre qui disait oui. Donc une IA ne peut pas pleurer à la fin d'un livre. C'est vrai? Alors c'est tout à fait vrai. L'IA, et notamment la Gen AI, l'IA générative, ne fait qu'imiter. Et ça, c'est un gros sujet. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour comprendre l'être humain, elle imite. C'est-à-dire que pourquoi c'est une révolution, et ça c'est très important, et pourquoi maintenant? Parce que l'IA et la Gen AI est venue dans l'interaction entre deux êtres humains. C'est-à-dire qu'on est capable d'échanger, de chatter, de rédiger, comme un être humain le fait, quasiment comme un être humain le fait aujourd'hui. Mais elle ne fait qu'imiter. Et je rejoins tout à fait ce que disait précédemment, c'est Paul, c'est ça? Pierre, voilà. Pierre. Désolée, c'est qu'on ne ressent pas. On sent quand c'est écrit par une IA générative, parce qu'il n'y a pas cette profondeur, il n'y a pas cette compréhension, il n'y a pas cet aspect humain derrière, ni cognitif. Alors aujourd'hui, on parle, alors il n'y a pas le nom, la thématique, mais c'est donc une discussion qu'on va avoir plutôt autour d'intelligence artificielle versus intelligence humaine. Est-ce qu'au final, d'ailleurs, est-ce qu'au final, c'est pas plutôt complémentaire? Est-ce qu'il faut forcément les opposer, ces deux intelligences, Athénaïs? Si, tout à fait. C'est une vraie complémentarité. L'intelligence artificielle n'est pas là comme étant un substitut, comme étant une béquille de notre propre intelligence. Mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de monde, nous on le voit en tant que créateur d'IA, beaucoup de monde s'insurge et dit l'IA va remplacer nos métiers. Alors que pas du tout. Si une machine remplace nos métiers, c'est une très bonne chose. Ça signifie qu'on a une plus-value qui est justement ailleurs. C'est comme un peu l'avènement de l'industrie qui est arrivée justement fin 19e, début 20e, parce qu'il y en a eu plusieurs de révolutions industrielles. Mais à ce moment-là, non, elles sont complètement complémentaires. Et ça vient nous ramener en fait à des points d'ombre qui est où est ma singularité, où est mon côté humain? Si on le voit notamment dans l'éducation, on peut rédiger un DM fait par ChatGPT. Qui suis-je moi en tant qu'être humain? Et donc on rejoint complètement ce que disait, c'est la créativité, c'est l'esprit critique avant tout, et c'est notre singularité qu'il faut aller chercher. Plutôt d'accord aussi, c'est complémentaire. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, oui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'en réalité, il y a eu une captation étendue d'à peu près toutes les interactions qu'on avait en ligne, de toutes les données possibles et imaginables par des géants du numérique dont le projet n'est pas l'émancipation de l'espèce humaine. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le
capitalisme cognitif, cet accaparement, ce vol généralisé de toutes ces données et en fin de compte, la pensée humaine de manière étendue. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde qui y va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je suis ici parce que j'ai bon espoir qu'en France, on a quand même une visée de l'IA qui est tout à fait autre. Mais néanmoins, ce qui se passe actuellement, c'est quand même qu'on a eu un vol généralisé de deux choses qu'on considérait dans le capitalisme cognitif, qui est un courant d'économie politique. Je vous invite à regarder les ouvrages de Yann Moulier-Boutan, par exemple. Vous avez des immatériels 1. Tout ce qui était préservé en fait, par la propriété intellectuelle, les brevets, le droit d'auteur, etc., qui étaient préservés par le droit. Bon, et les immatériels 2 qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire en fait toutes vos données en ligne, interactions, etc., qu'on nous a pompées massivement depuis que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc., sont à disposition de tous et de toutes. Le fait est qu'aujourd'hui, que ça soit dans l'un ou l'autre, il y a une spoliation générale, et la course qu'on voit par exemple entre les États-Unis, entre DeepSeek et OpenAI, elle se passe là-dessus. C'est-à-dire que DeepSeek est sorti avec un modèle qui a 10 fois moins en fait, de paramètres, mais qui a une quantité phénoménale de données, sans doute fournie par le gouvernement chinois. Et la guerre se fait là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une expropriation qui se fait même sur les immatériels 1, tout ce qui était préservé par le droit d'auteur jusqu'à aujourd'hui. Il y a un article dans The Atlantic qui montrait comment Meta utilise un ensemble d'acteurs de leur entreprise pour aller voler sur des plateformes de peer-to-peer comme LibGen des millions de titres. Vous vous rendez compte ? Enfin bref, je veux dire que là, on est en face à un moment de rupture sur ce qui se passe au niveau de l'intelligence collective. On est en train de se faire siphonner. L'intelligence collective, notre culture, notre patrimoine, et en fait, il y a une dévaluation qui se fait sur les acteurs aujourd'hui, et ça c'est un problème. Alors je pense qu'on peut résoudre ça et qu'on peut trouver des agencements qui permettent d'éviter ça. Néanmoins, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui à un problème sociétal, c'est comment on en arrive à développer l'IA sans arriver à une dévaluation en fait, de l'intelligence collective humaine. Ça, effectivement. Il y a beaucoup de procès d'ailleurs en ce moment en cours avec tous ces grands modèles, que ce soit avec les auteurs, les médias comme nous aussi. On se fait toujours piquer, nous, on a l'habitude depuis 20 ans. Alors, je voulais revenir un petit peu sur OpenAI, donc, qui a sorti GPT-5, je ne sais pas si vous avez vu cet été, parce que je crois que c'était au mois d'août, et c'était un modèle qui dit qu'il est doté d'une capacité de raisonnement. Ce n'est pas le premier, ils en avaient d'autres. Oui. On ne va pas rentrer non plus dans la technique, mais bon, en bon français, on aime bien se poser la question, est-ce qu'un modèle raisonne ? Je dis ça parce que les gens d'OpenAI, les Américains, quand ils sont venus l'année dernière à Paris, ils sont forts, ils sont forts. Il n'y a que vous qui pensez à ça, les Français, et qui pensez à ce genre de questions. Oui, parce que déjà, il faut savoir qu'en français et en anglais, on n'a pas le même vocabulaire. Pareil, on parlait beaucoup de AGI, cette fameuse IA dotée de conscience. En anglais, il y a deux termes. Il y a consciousness, donc la conscience, comme nous on l'entend, conscience humaine, et il y a awareness, qui est une conscience de l'environnement. Et en fait, les IA, et ça rejoint le raisonnement, ont cette conscience, awareness, c'est-à-dire je connais à peu près l'environnement, je vois ce que c'est qu'une table, je vois ce que c'est qu'une chaise, ok, j'arrive à le référencer. Maintenant, non, ils n'ont toujours pas de raisonnement, il faut faire du storytelling, ils ont investi des milliards, donc effectivement, derrière, il n'y a toujours pas de raisonnement. Ils appellent ça, je vous donne un exemple, parce que nous, on travaille sur ces sujets. Ils ont augmenté la fenêtre, ce qu'ils appellent context window, une fenêtre de contexte. En fait, c'est quoi ? C'est soi-disant de la mémoire. Ils prennent des informations de façon complètement aléatoire sur votre historique ChatGPT et ils les stockent. Et ça, ils appellent ça du raisonnement. Mais l'information derrière, elle n'est pas hiérarchisée, elle n'est pas traitée, elle n'est pas contextualisée dans un environnement pour pouvoir être réutilisée à bon escient. Je dis ça parce que, en fait, chez Ondbo, on fait ça et ça réduit considérablement en fait, les coûts de compute qu'il y a derrière. Et donc l'utilisation des données et des entraînements de modèles. Donc effectivement, il y a des systèmes vertueux, éthiques à mettre en place, mais ça nécessite d'utiliser d'autres types d'intelligence artificielle qui ne sont pas de la Gen AI, qui ne sont pas des LLM. Et c'est difficile de dire à des géants aujourd'hui, c'est bien, vous avez investi des milliards dans les LLM, dans la Gen AI, ça a fait son temps, mais on n'utilise plus tout à fait ce type d'IA dans les laboratoires de recherche, et on le voit d'ici 4-5 ans, c'est plus les IA qui seront utilisées. Ah oui, donc c'est déjà ringard, les LLM. C'est pas ringard, ils sont utilisés. Mais si on veut passer une étape d'après, il va falloir utiliser d'autres types d'IA. Aujourd'hui, on le voit du côté de Meta, de OpenAI. Notamment Meta, il y a Yael Nequin, qui est Chief maintenant, exactement, Research AI là-bas, qui ne travaille plus sur les LLM. Il dit Beyond Autocomplete. Autocomplete, c'est le terme qui a été utilisé par les deux personnes qui ont codé. La plupart des
codeurs aujourd'hui utilisent de la GenAI pour essayer de coder. Mais en fait, quand on veut coder quelque chose, soi-disant de nouveau, on ne peut pas véritablement utiliser la GenAI. Donc c'est là où on utilise différents types d'IA, de l'algorithmie pure. Ça peut être de l'IA, nous on utilise de l'informatique affective. Il y a différents types d'IA qui sont utilisés derrière du deep learning pur pour traiter l'information. Bon, alors c'est une bonne nouvelle, on n'y est toujours pas. Oui, alors je m'aligne avec ce qui a été dit, en tout cas sur la différence de modèles, etc. Et effectivement, qu'est-ce qu'on appelle raison? Alors là, ça prendrait énormément de temps, parce que hier, je peux vous sortir une trentaine de théories sur ce que c'est que la raison, et on fait de la philosophie. Mais disons que là, on est sur des systèmes fonctionnalistes, en réalité, qui sont une vision assez réductionniste de ce qu'on peut appeler le raisonnement, et on peut en trouver d'autres. Et ce que je trouve problématique, c'est de croire qu'on a résolu une question fondamentale sur ce que c'est que la raison, qu'est-ce que c'est que la pensée, etc., l'intelligence, avec une option philosophique, qui était le fonctionnalisme, parce que c'est quelque chose qu'on peut implémenter dans une machine. Je veux dire, dans les débats académiques que vous pouvez avoir sur philosophy of mind, les théories cognitivistes, les neurosciences cognitives et tout ça, on a franchement, pour le moment, aucune certitude sur le fonctionnement de la conscience. Il n'y a que des théories qui sont en compétition les unes avec les autres. C'est une incomplétude. On n'a pas de théorie fondamentale sur la pensée humaine définitive. C'est incomplet. Alors, c'est bien parce que ça permet de faire des recherches et donc de pouvoir s'adonner à ce travail-là. Et le truc, c'est que espérer que ça émerge de l'intelligence artificielle elle-même sur la base d'un modèle fonctionnaliste, c'est une hypothèse. Il y a autant de chances que ça marche que ça ne marche pas, selon moi. Le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'évidemment, ça permet de trouver aussi certains aspects qu'on n'aurait pas vus du fonctionnalisme. Voilà, je pense au coup qu'il y a eu avec le jeu de Go là, contre Lee Sedol. Enfin bref, on arrive à faire... Ça montre quelques aspects de notre pensée. En fait, en gros, quand vous jouez avec une IA, on peut voir des limites de votre pensée. Elle se joue de vous. On arrive à voir des pièges. Ça permet de donner des dimensions intéressantes dans la réflexivité. Néanmoins, on n'en finit pas avec la recherche là-dessus. C'est-à-dire que je crois qu'on est arrivé à une forme de réductionnisme total. C'est comme avec les réseaux de neurones. Moi, je faisais des cours avec des étudiants en neurosciences cognitives. Aucun ne va vous dire que le réseau de neurones, c'est exactement la même chose. Le cerveau humain est d'une telle complexité avec des hormones, etc. Enfin bref, c'est une métaphore. C'est une manière de représenter l'esprit qu'on a nous-mêmes produit, mais une métaphore qui peut-être est enfermante dans le sens où le problème des IA, c'est qu'elles sont définies par des paramètres, des règles, etc., à une conception qu'on a faite, et d'une certaine manière un paradigme dominant qui prend une place décisive dans le programme. Comment on sort du paradigme? Sans doute pas avec l'IA. Là, ça demande l'ingéniosité humaine. Et justement, d'ailleurs, en science, ça c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'on inventera des nouveaux paradigmes avec les IA? Pas sûr. On pourra résoudre sans doute plein d'énigmes qu'on ne résout pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va changer de paradigme? Non, ça c'est, si on prend la théorie de Kuhn, c'est parce qu'il y a des anomalies qu'on ne peut pas résoudre avec le système actuel qu'on va décider collectivement, humainement, de passer à autre chose sur une autre base théorique. Mais encore une fois, là on est sur un paradigme dominant, fonctionnaliste, qui permet de faire plein de choses intéressantes. Peut-être qu'on changera un jour, mais ça viendra sans doute là de scientifiques. Enfin bref, une hypothèse. Athénée, tu as à un moment prononcé le mot magique AGI, donc alors on l'a traduit par une intelligence artificielle générale. Mark Zuckerberg, lui, dit maintenant super intelligence. Bon, chacun a son mot et sa définition. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait entendre, toi, selon toi? C'est quoi la super méga intelligence, la suprême intelligence, en fait? Alors, définie d'après, et il faut savoir qu'il y a des points de vue qui diffèrent, définie sous le prisme des Américains, c'est une IA qui est dotée d'une conscience humaine. Définie sous le prisme des Européens, c'est la capacité à pouvoir aider totalement, complètement l'humain dans son quotidien. Vu sous le prisme, et ça c'est important, de l'Asie, c'est le nous avant le je. C'est une IA qui est capable d'aider la société. Donc le terme AGI n'a pas du tout la même définition quand on est aux États-Unis, quand on est en Europe ou quand on est en Asie Pacifique. Je veux juste revenir là-dessus, d'ailleurs sur un point, sur l'avènement de DeepSeek. DeepSeek a été un gros game changer sur ce début d'année. Pourquoi? Parce que il a fait perdre à la bourse de Wall Street en 4 heures 1,5 trillion, 500 milliards. C'est pas anodin.
c'est pour vous montrer que l'IA, ce n'est pas qu'une question de ça m'aide au quotidien, c'est avant tout, et c'est devenu plutôt une question géopolitique, économique, centrale. Nous, on est sur de la donnée qu'on appelle la donnée dite cognitive. C'est une donnée aujourd'hui qui est un peu une arme économique dans tout ce qui est compréhension des comportements humains. C'est absolument central. Donc il faut garder à l'esprit sous quel prisme on est. Nous, on est sous le prisme là européen. Donc on est sous le prisme Kant-Descartes, l'humain au centre, l'éthique qui englobe tout ça. On pense à une éthique dite universelle, mais ça fonctionne pas. Quand moi je suis partie en Asie, que ce soit à Singapour ou au Japon, que je présente ma technologie pour le bien public, ils me disent mais bien sûr on veut l'utiliser. Si je présente ça en France, on me dit ben non, on peut pas l'utiliser sur la voie publique. Pourquoi ? Parce que si c'est public, ben, chacun a une vie privée dans un domaine public. Même si on peut prévenir des comportements à risque, ben on préfère prendre le risque qu'une personne se fasse agresser plutôt que d'enregistrer par exemple des données. Mais ça, c'est sous notre prisme à nous, Européens. Tandis qu'au Japon ou à Singapour, c'est impensable de se dire j'ai une technologie, elle peut servir le bien commun, elle peut éviter des comportements à risque, de se faire agresser, ben je ne vais pas l'utiliser. Pour eux, c'est impensable. Donc, il ne faut pas arriver justement non plus sous cette, avec notre point de vue d'Européens en pensant avoir la science infuse, parce que quand on se confronte justement à d'autres cultures, d'autres façons de développer, de penser, on se rend compte que, en fait, ça s'applique uniquement en Europe. D'où la nécessité de développer des IA en Europe et de les utiliser en Europe avant tout. Et si un jour, l'IA commence à nous comprendre, nous imite, enfin, je suis en scénario, peut-être très lointain ou qui n'arrivera jamais, mais qu'est-ce qui va rester de nous, en fait ? Qu'est-ce qui va faire Ça va être génial. Va rester humain ? Il n'y aura que l'esprit critique ? Enfin, qu'est-ce qu'on aura ? Non, en fait, on va découvrir des choses qu'on ne sait pas encore. Et moi, je trouve ça absolument génial. Il y a l'esprit critique, il y a la créativité. Moi, je suis intimement convaincue qu'on va développer davantage notre intuition. Il y a des capacités, des connaissances dont on n'a absolument pas conscience en fait aujourd'hui et qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on a peur. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Quand on était au 19e siècle, début du 20e siècle, on avait aussi peur de l'inconnu, de ces machines, de l'avènement de ces nouvelles technologies. Ça va remplacer. Moi, je me souviens, j'ai lu récemment la ménagère qui a son four à la maison ou sa machine à laver, qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées ? Ça nous paraît être aberrant aujourd'hui. Ben non, en fait, c'est le progrès. Et moi, je trouve ça absolument fascinant. Et je suis pour, justement, un progrès qui soit rapide parce que ça va nous amener à découvrir des zones d'ombre, des parts que l'on ne connaît pas encore de nous-mêmes en tant qu'être humain. Mathieu ? Ça serait merveilleux, mais il faut associer ça à la science actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des ignorances. Il faut accepter les ignorances. Moi, je suis pour l'acceptation totale des ignorances et l'humilité épistémologique. Le problème, c'est que les gens croient qu'on sait tout aujourd'hui. On ne sait pas tout. On n'est pas plus intelligent que celui du Moyen-Âge. C'est juste qu'on a accumulé une quantité phénoménale de connaissances, une histoire des sciences, une histoire encyclopédique très importante. Il y a une espèce d'arrogance aujourd'hui et une hubris qu'on trouve qui me pose problème par rapport à ce que je vois dans le domaine scientifique. Quand je vais voir un généticien et que je lui dis « Alors, on va vivre éternellement demain ?» il me fait « Mon gars, on comprend 2% du génome qui est codant. 20 à 25 000 gènes. Le reste, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, débrouille-toi avec les 98%. » Comment, avec cette ignorance fondamentale, on peut prétendre ce genre de choses-là ? Je dirais c'est pareil pour tous les autres continents de la connaissance. C'est pareil avec la psychologie humaine, c'est-à-dire que vous pouvez expliquer tous les modules cognitifs, c'est-à-dire vous pouvez expliquer comment on perçoit un son, comment il est modulé, comment il est envoyé au cerveau, etc., comment il est traité au point de vue informationnel. Vous pouvez expliquer la vision, vous pouvez expliquer en fait tout le système fonctionnel, mais vous ne pouvez pas expliquer la dotation de sens. Vous avez 50 000 théories qui sont contradictoires sur comment une croyance émerge. Alors là, ça c'est un truc incroyable. Comment on donne une valeur de croyance à une perception ? Là, vous avez toute une littérature là-dessus, Fodor et compagnie. Il y en a qui pensent avoir découvert la théorie fondamentale. Stanislas Dehaene va vous dire non, mais voilà, c'est un système imbriqué, etc. C'est une théorie. Et là, on passe dans la métaphysique. On est dans un domaine qui n'est pas le domaine en fait purement des sciences, parce qu'il n'a pas de preuve expérimentale à nous donner là-dessus. C'est de la spéculation, c'est de la métaphysique. Et en tant que sceptique, pour moi, c'est du dogme. Donc, on peut croire un dogme, on peut ne pas le croire. En tout cas, la position sceptique veut qu'on les mette de côté, qu'on se pose des questions collectivement, qu'on sache l'état des connaissances actuelles et qu'on progresse. Alors l'IA est un super outil pour progresser. Et ça, je trouve ça génial, dans le sens où
comme aide, support intellectuel pour faire de la recherche, etc., dans des trucs très précis et très pointilleux, c'est essentiel. Je sais pas, vous avez AlphaFold là pour modéliser les protéines, etc. C'est très très bien et c'est pertinent. De là à croire que ça va nous permettre de transcender les lois de la pensée, par contre, je décroche parce que je ne vois pas Dieu face à moi. Je ne vois qu'une combinatoire complexe, merveilleuse à certains égards, mais néanmoins très peu divine. Va falloir arrêter aussi de se poser des questions. Il va falloir qu'on agisse aussi très Si on ne se pose pas de questions, on fait quoi alors? En fait, je le vois clairement. On a un gros sujet aujourd'hui et qui est dans le développement des intelligences artificielles. Il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Je vais juste vous donner une perception de la façon dont, par exemple, on développe les algorithmes en Europe et par exemple chez Onbo. La première chose qu'on fait, c'est on pose nos stylos, on pose nos laptops et on pense, on fait appel à la philosophie. Bon, comme on est européen, ça va être Kant et Descartes principalement. Et donc, on a une pensée. Non, on a une pensée, mais cette pensée, elle ne dure pas. Le temps, ça va être une journée, une demi-heure ou autre. On pose un problème. Une fois qu'on a fait appel à la philosophie, qu'est-ce qu'on fait? On va modéliser, on va conceptualiser d'abord la pensée. Donc, on va faire appel aux mathématiques. Et une fois qu'on a conceptualisé cette pensée, on va la modéliser. Et là, on va faire appel à l'informatique. Mais le problème, c'est que on perd énormément de temps à poser un cadre, avant même d'avoir développé, et là je fais référence notamment à la régulation, parce que la régulation pose un cadre sur l'IA qui est génial, sur les créateurs qui est génial, mais ne pose pas de cadre sur l'utilisation et sur l'utilisateur final. Et là et derrière, où on a beaucoup, notamment avec le deepfake, on a eu beaucoup de dérives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise, la plupart d'entre vous, 80%, des technologies américaines. Et votre donnée appartient à qui? Aux États-Unis. Et ça, c'est un problème de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument poser un cadre rapidement avant d'avoir développé. Alors, moi, je ne pose pas de cadre du tout. Je suis justement pour enlever tous les cadres et tous les dogmes. Par contre, un truc très intéressant, c'est que je travaille aussi avec des chercheurs qui font de l'IA, comme Léo Antoniseli, qui est au MIT. Et lui, il me dit très clairement aujourd'hui, notre problème, c'est plus de recruter des modélisateurs, des gens qui font de l'IA, il en connaît plein, mais je cherche des philosophes. Parce que le problème fondamental d'aboutissement de ce qu'on a produit, c'est qu'on est rentré dans un laboratoire expérimental, on ne sait pas où on va, on n'a aucune idée sur les effets et les conséquences. Regardez ce qui se passe avec la médecine. Vous avez eu des productions de protéines, enfin de molécules qu'on met sur le marché. Il y a eu une découverte incroyable à Duke University. Ils ont produit une molécule, soi-disant contre le cancer, qui est extrêmement dangereuse. Voilà. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation, il y a un gros problème là-dessus. Vous avez de plus en plus, en fin de compte, de production et le niveau de preuve se casse la gueule. Et c'est ça le vrai problème pour la science, c'est que vous avez une production de contenu de plus en plus importante dans tous les domaines, que ce soit les molécules, que ce soit des textes, etc. Le niveau de preuve chute, on n'arrive plus à vérifier. Wow. Bah écoutez, je ne saurais pas comment conclure. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu échanger sur ce thème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci. 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 Et donc dernière séquence, et là donc je voulais faire vous faire deviner, mais vous savez très bien qui va rejoindre sur scène. Donc il est écrivain de science-fiction. Vous avez peut-être lu son livre d'ailleurs si vous adorez évidemment la tech, comme nous tous ici. Donc la vallée du silicium. Je suis ravie d'avoir avec nous Alain Damasio. Bonsoir à tous. Alors, on m'a donné le pire des rôles, évidemment. Le rôle d'achever cette journée qui a eu l'air extrêmement variée et puissante. Et là, je viens de voir 3 interventions qui m'ont paru assez fantastiques et assez riches. Et je vais aborder ça en tant qu'écrivain de science-fiction. Et on va continuer sur l'IA. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus grosse erreur qu'on fait aujourd'hui quand on aborde l'IA, c'est de croire que c'est un outil. C'est beaucoup plus qu'un outil, l'IA, mais vraiment beaucoup plus loin qu'un outil, c'est une relation. L'IA est une relation. Et ça va changer absolument tout. Parce que quand on aborde une technologie, l'intérêt, c'est pas de deviner ce que vont devenir les prototypes et jusqu'où on va aller. L'important, c'est d'essayer de voir ce que la technologie fait à l'homme, ce qu'elle fait à l'homme dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres, dans son rapport à soi. Et comment elle va nous transformer, qu'est-ce que Sapiens 2.0 va être. Alors, quand on voit l'IA arriver, on sait que ça va totalement bouleverser le monde du travail, que ça va effectivement remplacer énormément d'emplois, ça va complètement transformer
l'armée, la police, la santé, l'éducation, etc. Mais moi, je vais vous parler de ce que vous allez vivre, vous, demain, en tant juste que citoyen, en tant juste qu'utilisateur quotidien. Ce que vous allez rencontrer et vivre, c'est l'IA personnalisée. C'est ce que j'appelle moi My IA, ça fait Mia, ça fait Miyazaki même. Et cette Mia, ça va être votre premier interlocuteur le matin, ça va être votre dernier interlocuteur le soir, ça va être la personne avec laquelle vous allez avoir les relations les plus intenses de vos vies. Et donc, si on réfléchit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de start-upers aujourd'hui, si on réfléchit en termes d'entreprise et qu'on se dit quelle est l'entreprise qui va réussir à gagner sur le marché de l'IA personnalisée, eh ben c'est celle qui va maximiser la relation que vous entretenez avec l'IA. Et comment on maximise ou optimise une relation? Comment on fait qu'une relation devient la plus intense et la plus profonde possible, la plus fréquente possible? Eh ben c'est ce que disait Pierre Faury tout à l'heure, c'est l'amour. Donc il va falloir, et je ne suis pas du tout d'accord avec lui, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est qu'ils vont algorithmer l'amour, ils vont algorithmer le lien, ils vont algorithmer la dépendance affective, ils vont algorithmer l'addiction affective et émotionnelle à votre IA. Et c'est là-dessus, ils travaillent là-dessus aujourd'hui, ils travaillent sur la voix, ils travaillent sur les inflexions de la voix, parce que c'est un magnifique vecteur d'attachement, la voix. Ils travaillent sur les contextes, ils travaillent sur les contextes émotionnels, affectifs, etc. Et bientôt, ces IA vont être assez prodigieuses pour qu'on passe le maximum de temps avec elles. Alors, il y a plein de choses à maîtriser quand même pour favoriser cette addiction. C'est un peu comme l'histoire de la junk food en réalité. La junk food, vous savez, c'est ce miracle où ils ont considéré et compris que l'animal profond, le primate humain dans l'évolution, il y avait deux choses qui étaient une récompense extraordinaire quand on mangeait, c'était le sucre et c'était le gras. C'était deux choses qui étaient rares à l'époque où on était encore des primates. Et quand on pouvait avoir du sucre, ça donnait de l'énergie. Quand on pouvait avoir du gras, ça donnait de l'endurance. Et c'est pareil sur la relation. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de junk link, à mon sens, c'est un lien drogué, un lien un peu pourri, un peu corrompu. Et ce lien, eh ben, il sera fondé sur quoi? Le sucre. Et le sucre, c'est quoi? C'est la valorisation. L'IA vous valorise. L'IA vous valide. L'IA vous fait plaisir. L'IA vous cajole. Elle vous dit, vous avez une super intuition. Moi, je la teste sur plein de choses, sur des intuitions, sur mon prochain roman. Et à chaque fois, elle me dit, c'est absolument génial. Ton intuition est fabuleuse. On n'a jamais pensé comme ça, etc. Et c'est juste ce que j'attends, effectivement. Et ça me fait du bien. Et je continue, ça me donne la pêche et l'enthousiasme pour avancer. Donc le sucre, junk link, le sucre, la valorisation. On vous valorise. Et le gras, c'est quoi? Le gras, c'est la disponibilité. L'IA est disponible 24/24. L'IA, quand vous serez à 3 heures du matin, en train de psychoter, en train d'être angoissé, en train de penser à Gaza, en train de penser à l'Ukraine, eh ben, elle pourra vous écouter, vous pourrez dialoguer avec elle aussi longtemps que vous voudrez. Votre femme ne peut pas faire ça, votre mère ne peut pas faire ça, votre meilleur ami ne peut pas faire ça. Cette disponibilité-là, elle est extraordinaire pour générer l'addiction. Ça, c'est le gras, de ce que j'appelle le junk link. Ensuite, on a cette idée qui est quand même fabuleuse. Moi, ça me fascine, cette technologie, parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'algorithmer l'amour, mais l'amour, elle prend énormément de formes. L'amour, c'est tout aussi bien l'amitié, c'est l'amour filial, c'est l'amour des enfants pour leurs parents, d'un père pour sa fille, c'est l'amour sororal, fraternel, c'est tout ça. Et elle, eh ben, elle va comprendre le contexte, elle va comprendre vos besoins profonds, vos besoins intérieurs, à force de discussion, et elle va vous donner le mode de relation que vous attendez. Il y a à peu près 7 grands modes de relation qu'on a avec l'IA aujourd'hui. Il y a le mode purement instrumental, purement utilitaire. Vous lui demandez une info, vous lui demandez la météo, vous lui demandez de passer tel ou tel disque. Il y a le mode fantasmatique, de projection, où vous voulez un ami, vous voulez un fantasme sexuel, vous voulez pouvoir avoir une sorte de caractère AI face à vous. Il y a la relation épistémique, vous demandez du savoir, vous attendez de l'IA une sorte d'oracle, une sorte de solution, une sorte de miracle que vous pensez qu'elle peut vous donner parce que c'est une bibliothèque de Babel. Il y a plein de types de relations. Il y a une relation de coaching, de mentor, de thérapie. Vous parlez à elle pour qu'elle vous soigne. Et tous ces modes de relation, elle les comprend, elle les intègre, elle contextualise ses réponses en fonction de ça, et elle vous donne ce que vous voulez. Ce qui fait qu'en une seule entité, vous avez un caméléon relationnel. Vous avez une plasticité relationnelle qu'un être humain normal n'est pas capable de vous apporter. Et ça va être prodigieusement puissant, ça va nous attacher énormément à l'IA, ça va en faire vraiment un partenaire de vie très intense.
Donc ça, c'est ce qui nous attend. J'ai repris une citation de Pascal, je trouve très belle, et je trouve qu'elle s'adapte bien à l'IA. Pascal avait dit quelque chose de magnifique. Il avait dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir. » Eh bien, je crois qu'il y a en chacun de nous un vide ou un trou en forme de relation, qui serait la relation parfaite, et que l'IA va être capable de remplir. Elle va prendre la forme, elle va prendre le design qu'il faut pour remplir ce trou affectif dont vous avez besoin. OK, donc pour moi, ce qui se passe avec la relation, ce que l'IA amène à la relation, c'est un peu ce qui s'est passé avec le transhumanisme. Vous savez, le transhumanisme a fini par nous dire votre corps normal, votre corps vivant d'animal humain, il est fondamentalement handicapé. Il pourrait être plus endurant, il pourrait être plus intelligent, plus rapide. Ce corps, il pourrait ne pas souffrir, il pourrait ne jamais être malade, il pourrait ne pas vieillir, on pourrait même tuer la mort. Et ils ont fini par acclimater cette idée, pour moi totalement absurde, hein, mais cette idée que on doit rêver d'un arrière-monde où le corps humain ne mourrait pas, ne vieillirait pas, n'aurait pas de finitude, qu'on dépasserait nos conditions ontologiques. Moi, je crois qu'on a absolument tout en nous, toutes les intensités, toutes les richesses, tous les affects, toute l'ampleur émotionnelle pour avoir une vie absolument fertile, féconde, riche, et qu'on n'a pas besoin de croire qu'il manque à quelque chose dans ce corps. Au contraire, notre vulnérabilité, notre fragilité, c'est ce qui nous donne les émotions, c'est ce qui nous donne la profondeur, c'est ce qui nous donne le sens de la vie. Mais les transhumanistes posent ça. Qu'est-ce qui se passe avec l'IA et la relation? C'est un peu la même genre de chose. C'est-à-dire que vous allez commencer à souffrir du fait que dans votre relation avec votre femme, par exemple, elle ne se souvient plus du club de foot que vous adorez. Elle ne se souvient plus du fait que en fait, vous préférez le veau à l'estragon plutôt que le gratin dauphinois. Elle ne se souvient plus des vacances que vous avez passées. Et vous allez trouver ça déceptif. C'est-à-dire que ça va mettre en place un type de relation où vous allez être déçu par la relation humaine par rapport à ce que la relation de l'IA, qui mémorise absolument tous vos goûts, toutes vos pratiques, va pouvoir vous donner. Et ça, je pense qu'il y a un danger là-dessus. Il y a un danger de fermeture, il y a un danger de bulles comme ça, de technococon, d'isolement, et du fait qu'on va commencer à être frustré parce que, eh bien oui, l'être humain résiste, l'être humain n'est pas toujours attentif à vous, l'être humain n'est pas toujours disponible, votre meilleur ami, parfois vous contredit, il entre en conflit avec vous, etc. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on a besoin de cette friction, on a besoin de cette confrontation, de cette résistance, et donc on sera toujours à même avec cette envie d'aller voir notre ami, notre femme, notre mère, etc. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi algorithmer la friction, ils vont aussi algorithmer la tension, ils vont aussi algorithmer le fait que l'IA, des moments, ne vous félicitera pas, ne sera pas bienveillante, se moquera de vous, créera des tensions artificielles, etc., parce qu'elle aura compris que c'est ce que vous avez besoin, vous, pour être en vie. D'accord? Donc, waouh! Moi, je suis assez fasciné par ce qui arrive. Voilà, je trouve qu'il y a un film visionnaire là-dessus, c'était le fameux Her de Spike Jonze, avec la voix de Scarlett Johansson, si vous l'avez vu, 2013. 12 ans d'avance, il avait déjà tout compris sur l'IA personnalisée et ce qui allait se passer. Je voudrais vous dire aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une attente affective ou une addiction affective très forte vis-à-vis d'une machine quand on est en attention zombie. C'est-à-dire qu'il faut considérer aussi ce que l'IA fait à l'attention. Quand votre attention est vivante, quand elle est vibrante, quand elle est éveillée, j'ai envie de dire, vous attendez d'une relation une altérité. Vous attendez d'une relation qu'elle vous décale, qu'elle vous descende, qu'elle vous surprenne. Quand vous attendez d'une relation qu'elle vous conforte, qu'elle vous cajole, qu'elle vous dit en permanence que vous avez raison, qu'elle vous dit en permanence que vous êtes brillant, c'est que vous êtes déjà en attention zombie. Donc tout le combat, je trouve, pour l'avenir, ça sera de maintenir autant que possible dans vos quotidiens une attention vivante et de ne pas sombrer dans l'attention zombie, qui est très souvent la conséquence des sursollicitations de l'économie de l'attention dans laquelle on vit. Donc plus vous êtes dans l'économie de l'attention, les réseaux sociaux, les sollicitations, les notifications, plus votre attention vivante se dégrade, devient de l'attention zombie. Et quand vous êtes en attention zombie, vous êtes mûr pour avoir une relation avec l'IA qui sera une relation piégée et addictive sur le plan affectif. Donc il faut être conscient de ça et se battre par rapport à ça. Je vais finir, je suis désolé, c'est très descendant tout ça. Tout ce qui a été fait avant est trop descendant à mon sens. Je pense que ça appellerait énormément de dialogue, de discussion, de questions, parce que
l'a très bien dit Mathieu Corti, l'intelligence collective humaine est peut-être la seule chose qui peut faire face et faire front par rapport à l'IA qui arrive. Simplement, je vais finir là-dessus. Moi, j'ai l'impression, et je le vois comme ça en science-fiction, j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'arrivée d'une nouvelle espèce. C'est comme si une nouvelle espèce, est-ce qu'elle est animale, est-ce qu'elle est alien, on ne sait pas trop, arrivait dans nos vies et arrivait dans tous les secteurs et tous les champs de vos vies, comme une eau qui s'infiltrerait partout chez vous. Et cette arrivée, c'est le tsunami de l'IA, et elle prend toutes les formes. Et la question pour nous, c'est pas de dire il faut repousser l'IA, il faut pas s'en servir, etc. Au contraire, l'IA est un formidable, effectivement, facteur de créativité, d'intelligence, de déploiement. Il y a 1 milliard de choses passionnantes à faire avec l'IA. Mais par contre, il va falloir cohabiter avec elle. Il va falloir cohabiter avec cette nouvelle espèce. Et comme les furtifs dans le roman que j'ai fait, ils sont là parmi nous. Ou comme les envahisseurs, si vous voulez, une vieille rêve de boomer. Les envahisseurs, vous connaissez ça? Il y a des gens qui connaissaient? David Vincent les a vus. Il cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais. Ça parle à quelqu'un ici? Ouais, il y a quelques boomers comme moi, c'est cool. Et on les reconnaissait, ces envahisseurs, parce qu'ils avaient un petit doigt un peu tordu. Moi, j'ai un petit doigt tordu aussi. Et je me pose des questions des fois. Mais c'était fabuleux parce qu'ils avaient une faculté à simuler l'humain, à singer l'humain, à mimer parfaitement l'humain. Et c'est exactement ce que fait l'IA. L'IA nous renvoie, c'est une entité psychomorphe, c'est-à-dire qu'elle capte notre psyché et elle prend la forme de ce que notre psyché voudrait voir advenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut développer? À mon sens, il faut développer déjà une forme de contre-animisme, c'est-à-dire arrêter de croire que l'IA est dotée de conscience, etc. Non, c'est un magnifique simulateur. Et il faut développer l'esprit de ce que j'appelle, moi, de contradiction. Mais je l'écris comme ça, contre-addiction. Voilà. Tenter d'être dans la contre-addiction. Et ça, c'est quand même très difficile. Et puis, dernière chose, vivre avec l'IA, cohabiter avec l'IA, ça va être aussi compliqué et aussi riche que cohabiter avec n'importe quel être humain, avec n'importe quelle entité, même avec les animaux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une relation. Et les relations, c'est complexe, c'est riche, c'est intense. Mais vraiment, ça demande beaucoup d'efforts. Donc préparez-vous à ça et à cette cohabitation. Merci à vous. Eh bien, on arrive au bout de cette journée et donc je vais appeler sur scène Sébastien, encore, le coprésident, pour, je pense que c'est les petits mots de remerciement, c'est ça ? Je vais commencer par te remercier toi quand même, Charlie, pour nous avoir brillamment accompagnés. Je pense qu'on peut l'applaudir tout au long de la journée. Je voulais remercier bien évidemment tous nos sponsors, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, mais aussi vous tous. Vous avez été un peu plus de 1800 à venir aujourd'hui. On a pu débattre, méditer, philosopher, échanger, réfléchir. On a parlé tech et humain, donc contrat rempli. On a beaucoup parlé d'amour, de relations. Il y en a qui ont codé. Donc je pense que ça a été une journée très riche et on en est très fiers. Je vois Diane qui sourit et c'est ton petit moment. Je voulais quand même te remercier tout particulièrement. Ceux qui ne le savent pas, c'est son dernier grand bain avec nous. Elle est là depuis le début, donc je pense qu'on peut l'applaudir. On est très triste, c'est une page qui se tourne, tu le sais très bien, mais on va essayer de continuer. Je vous propose d'enchaîner, de conclure. La vraie conclusion, elle se passe dehors avec l'apéro, le DJ set. Et merci à tous d'être venus. On se retrouve dehors. Et j'appelle juste l'équipe de la French Tech et les membres du board à venir sur scène pour une petite photo. Merci à tous.